À 2h47 précises, Ouagadougou ne s'endort pas. Elle retient son souffle car une opération censée renverser le pouvoir s'enclenche dans un silence artificiel, lourd, presque calculé. Ce calme nocturne, présenté comme le prélude d'une victoire rapide, cache en réalité une erreur fondamentale. Ceux qui complotent ont sous-estimé la capacité d'un système à se défendre de l'intérieur quand la peur change de camp. Que révèle cette nuit lorsque Ibrahim Traoré comprend que la menace décisive ne se trouve ni aux portes du palais ni dans la rue, mais au cœur même des loyautés supposées acquises. En quelques heures, la définition du pouvoir bascule. Cette histoire promet plus qu'un récit nocturne, elle expose un mécanisme de pouvoir qui se révèle lorsque l'État est testé à son point de rupture. En comprenant cette séquence, le lecteur gagne une clé simple mais décisive. Savoir comment une crise interne peut soit dissoudre l'autorité, soit la refonder en quelques heures. L'enjeu dépasse les personnes impliquées et touche à une question centrale pour le Burkina Faso. Qui détient réellement la capacité d'agir quand les institutions sont attaquées de l'intérieur par des réseaux qui connaissent leurs failles. À travers cette nuit se dessine une ligne de fracture entre deux modèles opposés, l'un fondé sur la peur et la paralysie, l'autre sur la rapidité, la loyauté et l'anticipation. Si la tentative échoue, ce n'est pas par hasard, mais parce que certaines hypothèses clés des conspirateurs ne résistent pas à l'épreuve du réel. Comprendre ces hypothèses, c'est aussi mesurer ce qui peut changer durablement pour l'État, pour l'armée et pour la population lorsque la légitimité ne se limite plus aux ordres formels. C'est cette bascule précise que la suite va décortiquer étape par étape. En moins de 9 minutes, une chaîne de commandement censée être étanche commence à se fissurer. Et un premier nom-clé tombe, révélant que l'opération n'était ni improvisée, ni isolée. Ce basculement rapide indique une réalité dérangeante. La tentative reposait sur des communications déjà compromises et sur une loyauté surestimée, alors même que des interceptions suivaient une fréquence chiffrée utilisée par le réseau de trahison. Pour comprendre ce moment, il faut replacer la nuit dans son contexte immédiat. Depuis plusieurs semaines, des signaux faibles s'accumulaient sans provoquer d'alerte publique. Mouvements financiers discrets, messages fragmentés, rendez-vous hors radar. Pris séparément, ces éléments semblaient anodins. Mis bout à bout, ils dessinaient pourtant un scénario cohérent visant une décapitation administrative rapide plutôt qu'un affrontement prolongé. L'objectif n'était pas une guerre civile visible, mais un vide politique créé par la surprise et la peur. Dans ce cadre, la posture adoptée à l'intérieur du palais devient centrale. Lorsque les premiers rapports arrivent, Ibrahim Traoré ne cherche pas à mesurer la puissance de feu adverse, ni à organiser une fuite symbolique. Il pose une question unique, stratégique, qui recentre tout le dispositif. Qui parmi les siens a déjà changé de camp ? Cette interrogation révèle que le cœur du problème n'est pas l'attaque extérieure, mais la possibilité d'une faille interne exploitée au bon moment. Pendant que les assaillants avancent, en pensant bénéficier d'un effet de sidération, le scénario commence à se retourner contre eux. Les ordres qu'ils envoient n'obtiennent pas les réponses attendues. Les angles morts qu'ils croyaient sûrs restent actifs. Surtout, la population, supposée rester paralysée jusqu'à l'annonce radiophonique du matin, ne se comporte pas comme prévu. Le plan avait intégré la peur comme variable centrale. Il n'avait pas quantifié ce qui se produit lorsque cette peur cesse d'obéir. Cette mini-révélation éclaire la suite. L'échec n'est pas soudain, il est inscrit dès l'instant où les hypothèses de départ ne correspondent plus au terrain réel. À mesure que la nuit avance, un contraste se dessine entre la logique militaire attendue et ce qui se produit réellement sur le terrain. Les premières résistances ne prennent pas la forme d'un affrontement spectaculaire, mais d'une série de décisions calmes, presque invisibles, qui ralentissent l'effet de surprise. Dans les couloirs du palais, les unités restées loyales ne cherchent pas à impressionner. Elles tiennent des positions, appliquent des consignes connues et agissent comme si l'attaque avait déjà été anticipée. Ce décalage produit un impact immédiat sur les assaillants. Là où ils s'attendaient à une capitulation rapide, ils rencontrent une discipline qui suggère une préparation en amont. Les tirs ne fusent pas inutilement, les mouvements sont mesurés. Chaque minute gagnée
fragilise un peu plus la cohérence du plan initial, fondé sur la vitesse et la confusion. L'effet psychologique commence alors à s'inverser. Dans cette phase, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure distante protégée par des murs, mais comme un point de gravité autour duquel s'organise la réponse. Son choix de rester, plutôt que de disparaître, dans un scénario d'évacuation classique, transforme la perception interne de la crise. Le pouvoir cesse d'être abstrait ou fuyant. Il devient présent, observable, presque tangible pour ceux qui doivent agir. À l'extérieur, les premiers mouvements civils émergent encore de façon diffuse. Des silhouettes, des messages, des regroupements spontanés apparaissent sans coordination centrale. Ce ne sont pas encore des foules, mais suffisamment de signes pour indiquer que la population ne suit pas le script attendu. Dès cet instant, la tentative de coup n'est plus seulement une affaire de forces armées. Elle commence à produire des effets sociaux imprévus. Le sens devient clair, quand l'autorité reste visible, la peur perd sa fonction principale. Le déclenchement suit un schéma précis, presque clinique. Peu après 2h47, les premiers mouvements coordonnés convergent maintenant vers le palais, convaincus que la surprise suffit à neutraliser toute résistance organisée. Les assaillants avancent en formation tactique, persuadés que la hiérarchie interne s'effondrera dès les premiers coups de feu. Dans leurs calculs, la nuit doit rester silencieuse, rapide, sans images fortes, afin que le pays se réveille devant un fait accompli. Ce modèle repose sur une hypothèse simple: frapper vite pour empêcher toute réaction collective. La montée en intensité commence lorsque cette hypothèse cesse de produire ses effets. À l'intérieur, les ordres contradictoires ne paralysent pas les unités loyales, comme prévu. Ici, les communications des conspirateurs rencontrent des délais, puis des absences de réponse. Les angles morts supposés se révèlent actifs. Chaque minute supplémentaire étire une opération conçue pour durer quelques instants. Cette dilatation du temps devient un facteur critique, car elle ouvre un espace à des acteurs non intégrés dans le plan initial. C'est dans cet intervalle que la situation bascule progressivement. Tandis que l'attention des assaillants reste fixée sur le cœur institutionnel, quelque chose se met en mouvement dans les quartiers périphériques. Les téléphones s'allument, les messages circulent, les rumeurs se croisent. Ce qui devait être un silence paralysant se transforme en attente tendue, puis en mobilisation spontanée. Les civils ne répondent pas à un ordre formel, ils répondent à une perception partagée du risque. Le plan, pensé comme une opération militaire fermée, commence à s'exposer à une variable imprévue. Lorsque les premières silhouettes apparaissent aux abords du palais, la montée devient irréversible. Ce ne sont ni des soldats, ni des miliciens structurés, mais des citoyens ordinaires avançant sans commandement visible. Leur présence modifie immédiatement la géométrie de l'affrontement. Les armes, conçues pour dissuader ou neutraliser, perdent leur clarté d'usage face à une foule non armée mais déterminée. La logique de domination par la force se heurte à une légitimité physique, chaotique, impossible à classer. À ce moment précis, Ibrahim Traoré prend une décision qui rompt avec les réflexes classiques. Plutôt que de refermer le dispositif et d'assumer une confrontation armée nette, il choisit d'ouvrir. Les portes s'écartent lentement, exposant le centre du pouvoir à ce flux humain. Ce geste transforme l'événement. La ligne de défense n'est plus uniquement militaire, elle devient communautaire. Les assaillants se retrouvent face à une masse où la distinction entre cible et symbole disparaît. L'onde de choc est immédiate. L'hésitation s'installe dans les rangs adverses et cette hésitation suffit à faire basculer l'initiative. Une force qui doute a déjà perdu l'avantage psychologique. À partir de là, l'opération initiale cesse d'être contrôlable. Ce qui devait être une correction rapide devient un chaos visible, observé, partagé. Le coup d'État n'échoue pas dans un fracas final, mais dans une série de micro-ruptures où chaque certitude des conspirateurs se retourne contre eux. Avant cette nuit, le risque principal était perçu comme militaire. Après, il devient mesurable, financier et systémique, avec un passage clair d'une menace diffuse à un dispositif chiffré et traçable. Ce basculement repose sur un élément central mis au jour après l'échec opérationnel. La tentative ne visait pas seulement l'élimination d'un dirigeant, mais l'asphyxie rapide de l'État par des moyens économiques coordonnés. Les premières données bits
données exploitables apparaissent dans les documents récupérés lors des arrestations initiales. Elle ne liste ni effectifs ni stock d'armes, mais des flux financiers, des comptes relais et des calendriers de transfert. L'enquête révèle un montant total supérieur à 28 millions de dollars américains mobilisés pour soutenir l'opération. Ce chiffre marque un seuil. Il ne s'agit plus de complicité opportuniste, mais d'un investissement structuré, pensé pour produire un effet national. La ventilation de ces fonds éclaire la logique du plan. Une part devait rémunérer des mercenaires chargés de l'assaut, une autre visait à neutraliser des points clés par la corruption ciblée d'officiers et d'intermédiaires institutionnels. Le volet le plus stratégique concernait cependant la désinformation et le sabotage économique. L'objectif était de provoquer, dans les heures suivant l'attaque, une panne de confiance généralisée. Banques paralysées, réseaux fragilisés, pénurie amplifiée par la rumeur. Le coup militaire n'était que la première phase d'un enchaînement plus large. C'est dans ce contexte que la réponse prend une dimension nouvelle. Plutôt que de multiplier immédiatement les arrestations visibles, le pouvoir choisit de frapper l'infrastructure financière. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, un gel simultané est ordonné sur les avoirs de 113 individus identifiés comme nœuds du dispositif. Ce chiffre n'est pas symbolique, il correspond à une cartographie précise des acteurs capables de relancer le chaos par l'argent, même après l'échec armé. L'effet de ce gel est double. D'un côté, il interrompt brutalement la circulation des ressources nécessaires à une seconde phase du plan, de l'autre, il modifie l'équilibre psychologique. Pour la première fois, la richesse cesse d'être un bouclier automatique. Les comptes sont bloqués, les propriétés scellées, les déplacements restreints. Le message est clair, l'attaque contre l'État est traitée comme une question de sécurité nationale, pas comme un litige politique ordinaire. Les autorités présentent cette décision comme une mesure de désarmement financier. Là où les conspirateurs comptaient sur la lenteur judiciaire et la fragmentation des responsabilités, la réponse se veut rapide et centralisée. Les banques sont sommées de coopérer sans délai. Les circuits opaques sont exposés à la lumière publique. Cette rupture crée un précédent. L'argent, habituellement discret et mobile, devient traçable et vulnérable. Ces données chiffrées permettent de refermer une première boucle de curiosité. La tentative a échoué, non seulement parce que la peur n'a pas fonctionné, mais parce que son carburant principal a été neutralisé. Le passage de l'ombre à la preuve transforme un récit de complot en dossier mesurable. À partir de là, le rapport de force change durablement. Car la prochaine bataille ne se joue plus seulement sur le terrain, mais dans la capacité à contrôler et exposer les flux qui alimentent le chaos. Les critiques les plus structurées de la réponse adoptée avancent deux arguments principaux qui méritent d'être examinés sans caricature. Le premier affirme que le gel massif des avoirs et la centralisation des décisions créent un précédent dangereux, où l'exécutif pourrait, à l'avenir, neutraliser des adversaires politiques sous couvert de sécurité nationale. Selon cette lecture, l'urgence de la situation aurait servi à justifier une concentration excessive du pouvoir, au risque d'éroder les garanties institutionnelles et la confiance à long terme. Le second argument soutient que cette stratégie financière est contre-productive sur le plan économique. En frappant des acteurs influents, ou même soupçonnés, l'État s'exposerait à une fuite des capitaux, à une méfiance accrue des investisseurs et à une fragilisation du système bancaire déjà sous tension. Dans cette optique, la victoire politique immédiate se paierait par un coût économique différé, supporté par l'ensemble de la population. Ces deux critiques reposent sur des craintes rationnelles. Elles partent du principe que les mécanismes employés pourraient être détournés ou produire des effets secondaires incontrôlés. Toutefois, les éléments disponibles permettent de nuancer fortement ces scénarios. D'abord, les mesures B ne sont pas présentées comme permanentes, mais comme ciblées et conditionnées à une enquête en cours. Les autorités insistent sur le lien direct entre les fonds gelés et un dispositif précis visant à provoquer un effondrement institutionnel rapide. La logique invoquée n'est pas l'élimination d'une opposition, mais l'interruption d'une capacité opérationnelle. Ensuite, l'argument économique ignore un point central.
le plan mis au jour visait explicitement à déstabiliser les réseaux bancaires et énergétiques. Ne rien faire aurait laissé intacte une menace capable de produire un choc bien plus violent que celui induit par un gel temporaire. Dans ce cadre, la décision apparaît moins comme un pari risqué que comme un choix entre deux coups dont l'un était immédiat et certain. Enfin, le fait que ces mesures soient rendues publiques et débattues modifie leur nature. Sous Ibrahim Traoré, la réponse ne s'opère pas dans l'ombre, mais sous le regard de la population, ce qui crée une contrainte politique supplémentaire. La solidité de la démarche dépendra donc moins de l'acte initial que de sa capacité à rester traçable, réversible et justifiable dans le temps. À partir de ce point, l'événement cesse d'être interprété comme une tentative de coup d'État isolé et commence à apparaître comme un test plus large de souveraineté. Ce qui change la donne n'est pas une arrestation supplémentaire ni une décision spectaculaire, mais la compréhension progressive que l'attaque militaire n'était qu'un déclencheur, jamais une fin en soi. Le véritable objectif résidait dans ce qui devait suivre une fois l'appareil politique désorienté. Cette révélation modifie la lecture de l'ensemble de la séquence. Les flux financiers, la désinformation et la pression psychologique prennent une place centrale. L'opération visait à créer un environnement où le chaos deviendrait auto-entretenu, rendant tout retour à la normale dépendant d'un nouveau pouvoir présenté comme salvateur. En ce sens, la violence visible n'était qu'une façade destinée à masquer une manœuvre plus durable et plus discrète. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré se redéfinit. Il n'est plus seulement la cible d'un renversement, mais le point de résistance à un modèle ancien fondé sur la dépendance et la fragmentation interne. La réponse engagée ne cherche pas uniquement à survivre à la crise, mais à empêcher sa reproduction sous une autre forme. À mi-parcours, une certitude s'impose. L'enjeu réel n'est plus la nuit elle-même, mais ce qu'elle révèle sur la nature des rapports de force. À partir de là, chaque décision prend une portée régionale, car le précédent dépasse largement le cadre immédiat de l'événement. Les effets de cette séquence se matérialisent rapidement et touchent des groupes distincts, chacun exposé à une conséquence spécifique du basculement observé. Pour l'État d'abord, l'échec de l'opération et la réponse financière redéfinissent la notion même de sécurité nationale. La menace n'est plus perçue uniquement comme armée, mais comme hybride mêlant capitaux, informations et loyauté interne. En traitant ces dimensions comme un ensemble cohérent, l'appareil institutionnel gagne une marge de manœuvre nouvelle, mais s'impose aussi une obligation de cohérence et de transparence accrue. Du côté du secteur économique, l'impact est plus ambivalent. À court terme, le gel des avoirs et l'exposition publique de certains réseaux créent une tension mesurable. Prudence bancaire, ralentissement de certaines transactions, attentisme des acteurs privés. Cependant, à moyen terme, un autre signal émerge. La rupture avec l'impunité financière introduit une lisibilité inédite sur les règles du jeu. Pour les entreprises opérant hors des cercles de connivence, cette clarification peut réduire l'incertitude systémique qui paralysait l'investissement productif. Pour la population, les conséquences sont d'abord psychologiques et sociales. La nuit de l'attaque marque un déplacement symbolique du rôle citoyen. Les civils ne sont plus seulement des spectateurs d'un affrontement entre élites armées, ils deviennent un facteur reconnu dans l'équation du pouvoir. Cette prise de conscience renforce une vigilance collective, visible dans la multiplication des discussions publiques, des initiatives locales et d'une attention accrue aux décisions de l'État. Le risque, toutefois, réside dans la durée. Transformer cette mobilisation ponctuelle en engagement civique stable reste un défi. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode est observé avec attention. Dans le Sahel, où les transitions politiques sont souvent fragiles, la capacité d'un pouvoir à survivre à une attaque combinée sans s'effondrer envoie un signal fort. Les voisins évaluent non seulement la solidité du dispositif sécuritaire, mais aussi le coût potentiel d'une ingérence indirecte. La gestion du dossier financier, en particulier, crée un précédent que d'autres États pourraient chercher à imiter ou à éviter. Donc, au croisement de ces 4 niveaux, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur isolé que comme le point de convergence d'une dynamique plus large.
Les décisions prises produisent des effets différenciés, parfois contradictoires, mais elles partagent un trait commun. Elles rendent visibles des rapports de force longtemps dissimulés. La boucle ouverte plutôt se referme ici. La question n'est plus de savoir si la tentative a échoué, mais ce que cet échec change concrètement pour les institutions, l'économie, la société et l'équilibre régional. À partir de ce moment, le débat se déplace du récit de la nuit vers l'évaluation de ses conséquences durables. À moyen terme, les trajectoires possibles se structurent autour de 3 scénarios distincts, chacun découlant directement des choix opérés après la crise. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive. Les enquêtes suivent leur cours, les gels d'avoirs sont maintenus puis ajustés, et les institutions cherchent à transformer l'élan sécuritaire en routines administratives plus solides. Dans cette configuration, l'État évite un nouveau choc majeur, mais avance sous contrainte avec une vigilance élevée et une croissance politique lente. La priorité reste la prévention plutôt que la transformation. Le scénario optimiste suppose une consolidation plus profonde. Les procédures engagées débouchent sur des résultats visibles, renforçant la crédibilité interne et externe du système. La clarification des règles financières réduit les incertitudes structurelles, tandis que la participation civique observée pendant la crise se mue en forme plus durable d'engagement. Dans ce cas, la séquence devient un point d'inflexion permettant de rééquilibrer les relations entre pouvoir, armée et société. La stabilité ne serait plus défensive, mais appuyée sur une légitimité élargie. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur une hypothèse inverse. Les mesures d'exception s'enlisent, les enquêtes s'éternisent et la fatigue collective s'installe. Les réseaux neutralisés en surface se reconstituent dans l'ombre, exploitant les lenteurs et les divisions. La pression économique s'accroît, alimentant une lassitude sociale qui fragilise le consensus initial. Dans ce contexte, le risque n'est pas un effondrement brutal, mais une érosion progressive de la confiance. Dans les 3 cas, un facteur transversal demeure décisif: la capacité à transformer l'urgence en cadre lisible. Sous Ibrahim Traoré, le défi n'est pas seulement d'éviter la répétition d'une attaque, mais de définir des règles suffisamment claires pour que la sécurité ne dépende plus de décisions exceptionnelles. La recommandation centrale tient en une idée simple: si les mécanismes restent conditionnels, explicables et réversibles, alors la crise pourra servir de fondation. Sinon, elle restera un épisode suspendu, toujours susceptible de se refermer sur lui-même. Pour le lecteur, cette séquence n'est pas un événement lointain réservé au cercle du pouvoir. Elle agit comme un révélateur de mécanismes qui dépassent le cas particulier du Burkina Faso. Elle montre comment une crise moderne se construit rarement sur un seul levier, mais sur l'addition de pressions politiques, économiques et psychologiques. Comprendre cette logique permet de mieux lire d'autres situations, ailleurs, où les signaux faibles précèdent souvent les ruptures visibles. Pour ceux qui vivent dans des contextes marqués par l'instabilité, l'épisode rappelle une réalité souvent négligée. La sécurité ne dépend pas uniquement de la force armée, mais de la cohérence entre institutions, information et confiance sociale. Lorsque ces éléments se désalignent, même un système apparemment solide devient vulnérable. A l'inverse, lorsqu'ils convergent, des acteurs non institutionnels peuvent influencer l'issue d'une crise sans coordination formelle. Pour d'autres, plus éloignés géographiquement, l'intérêt réside dans la lecture des choix effectués après le choc. La manière dont une autorité traite la finance, et la transparence et la responsabilité publique éclairent les compromis possibles entre efficacité et légitimité. Ces arbitrages ne sont pas propres à un pays. Ils traversent de nombreuses démocraties et régimes hybrides confrontés à des menaces internes. Enfin, cette histoire interpelle sur le rôle du citoyen ordinaire. Sans héroïsation excessive, elle montre que l'inaction collective est souvent intégrée dans les calculs de déstabilisation. À l'inverse, une société attentive, même fragmentée, modifie ses calculs. Le message implicite est sobre. La vigilance civique n'est pas spectaculaire, mais cumulative. Ce retour vers le lecteur n'impose pas de conclusion définitive. Il propose un déplacement du regard.
de l'événement brut vers les mécanismes sous-jacents. C'est à ce niveau que la séquence prend une valeur durable, car elle offre des grilles de lecture réutilisables bien au-delà du cas étudié. À ce stade, la question n'est plus de réagir, mais de structurer une trajectoire capable de réduire durablement la probabilité d'un retour au chaos. La feuille de route qui se dessine repose sur quelques étapes claires, chacune répondant à une vulnérabilité mise en évidence par la crise. La première consiste à stabiliser le cadre juridique des mesures exceptionnelles. Les gels d'avoirs et les enquêtes doivent être inscrits dans des procédures explicites, avec des critères vérifiables et des échéances définies, afin d'éviter leur transformation en outils permanents. La deuxième étape concerne la coordination institutionnelle. Les services de sécurité, ici les autorités financières et les instances judiciaires doivent partager des informations selon des protocoles formalisés plutôt que par des canaux ad hoc. Cette articulation réduit la dépendance aux décisions individuelles et renforce la continuité de l'action publique. Elle transforme une réponse d'urgence en capacité structurelle. La troisième étape touche à la communication publique. Les décisions prises sous l'autorité d'Ibrahim Traoré gagnent en légitimité lorsqu'elles sont expliquées, documentées et confrontées au débat. La transparence n'élimine pas la contestation, mais elle en limite la radicalisation en réduisant l'espace des rumeurs. Dans un environnement marqué par la désinformation, cette dimension devient un outil de sécurité à part entière. Vient ensuite la question du contrôle et de l'évaluation. Chaque mesure doit pouvoir être ajustée ou levée sur la base d'indicateurs précis, qu'ils soient financiers, judiciaires ou sociaux. Cette réversibilité conditionne la confiance à moyen terme. Enfin, la dernière étape relève du temps long. Investir dans des mécanismes de prévention, qu'il s'agisse de surveillance financière ou d'éducation civique, afin que la prochaine crise soit détectée plus tôt. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de risque. Elle propose une méthode pour les contenir en transformant une nuit de rupture en point d'appui institutionnel. À mesure que la tension retombe, un écho plus ancien refait surface dans la mémoire collective. Le Burkina Faso a déjà connu ce moment fragile où un jeune capitaine, porteur d'une promesse de rupture, semblait capable de redéfinir le destin national avant d'être rattrapé par des forces internes. Le souvenir de Thomas Sankara n'est jamais loin, non comme une comparaison mécanique, mais comme un avertissement inscrit dans l'histoire. C'est dans cette ombre que se lie aussi la singularité du présent. Ibrahim Traoré ne traverse pas cette séquence seul, isolé au sommet d'un appareil d'État. La nuit, décrite plus tôt, les portes ouvertes, la présence civique et la mise en lumière des circuits financiers signalent une différence de contexte. Là où le passé a souvent été marqué par la solitude du pouvoir, l'épisode récent montre une implication plus large, imparfaite mais réelle. Ce rappel n'est pas une promesse de succès automatique. Il souligne plutôt une responsabilité partagée. Les décisions prises, les procès engagés et les règles redéfinies ne valent que si elles sont soutenues dans la durée par une vigilance collective. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle teste les sociétés sur leur capacité à apprendre. La phrase qui demeure est simple et lourde de sens. Un dirigeant peut ouvrir une voie, mais il ne peut pas la protéger seul. La question reste ouverte et elle dépasse un homme. Cette fois, le cycle peut-il réellement être brisé ? Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. L'histoire racontée ici n'appartient ni à un camp, ni à une seule lecture. Elle pose une question plus large sur la manière dont les sociétés réagissent lorsque les lignes invisibles du pouvoir sont mises à nu, puis redessinées sous la pression des faits. Ce qui s'est joué dépasse un événement nocturne et s'inscrit dans une dynamique collective encore en formation. Observer cette séquence, c'est aussi accepter de ne pas trancher trop vite. Les choix effectués sous Ibrahim Traoré continueront d'être discutés, évalués et contestés. C'est précisément cette confrontation d'analyse qui permet d'éviter que le récit ne se fige en slogan ou en mythe. Le dialogue, lorsqu'il reste argumenté et informé, devient une extension de la vigilance civique décrite plus tôt. La question finale n'est donc pas de savoir qui a gagné une nuit donnée, mais comment chacun interprète ce que révèle cette tentative sur la fragilité et la résilience des États contemporains.
À vos yeux, cette séquence marque-t-elle un tournant durable ou seulement une parenthèse sous tension dans une histoire plus longue